Voilà, officiellement, bienvenue dans ce webinaire. Je voulais introduire en expliquant que je suis particulièrement ravi qu'on puisse faire ce sujet qui est un peu différent de nos activités habituelles. Donc, Fairpection, en quelques mots, on accompagne les entreprises qui veulent optimiser leur expérience utilisateur, en faire un levier pour leur business et plus globalement se pencher sur les sujets de recherche utilisateur. On se positionne donc comme leur conseil sur ces sujets. Et on fait justement pas mal de contenu à ce propos. Mais aujourd'hui, on voulait explorer une autre facette de Fairpection qui est finalement la raison pour laquelle Arnaud, mon associé, et moi-même, on a décidé d'entreprendre, qui était finalement en réaction à nos expériences en tant que salariés, d'essayer de créer un environnement de travail qui soit un peu plus flexible et bon, ça va être tout le sujet du webinaire, donc je ne veux pas utiliser trop de mots trop de cartouches, mais voilà, un autre environnement de travail, et c'est quelque chose de différent. A posteriori, on s'est aperçu que ça s'appelait, alors il y avait de nombreux noms, mais en tout cas, l'entreprise libérée est une de ces appellations euh, qui correspond bien, et c'est ce dont on voulait parler aujourd'hui. Euh, Quelques années plus tard. Donc, alors pour revenir sur ces sujets, comme l'entreprise libérée et d'autres modes de management un peu modernes s'accompagnent souvent d'organisation à plat, d'absence d'organigramme et de quelque chose d'assez organique, on n'imaginait pas une seule seconde faire ce témoignage avec pour seul intervenant le CEO, donc moi-même. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey et Katie, que je vais laisser se présenter immédiatement. Bonjour à tous, je partage le plaisir de Thibaut de discuter du sujet de l'entreprise libérée aujourd'hui. Donc moi je suis Audrey, je travaille chez Fairpection depuis un peu plus de 3 ans maintenant et j'ai vraiment rejoint l'entreprise pour son mode de fonctionnement avant même son activité première. Ça fait un moment que je me questionne sur tout ce qui est lié à l'innovation managériale sous quelque forme qu'elle soit, hein, via l'entreprise libérée ou d'autres choses. Et j'avais vraiment envie de le vivre dans la pratique, au-delà de ce que je pouvais lire. Et donc, je suis ravie de pouvoir témoigner un peu de ça aujourd'hui avec vous. Bonjour à tout le monde, moi c'est Katie. J'ai rejoint l'équipe Fairpection il y a à peu près 2 mois. Donc moi je suis là avec plutôt un regard neuf et je suis employée en tant que Key Account Manager avec côté commercial avec Audrey. Voilà. Et donc, on va animer tous les trois cette session. Si vous avez plus tard des questions, vous avez vu nos adresses email. Katie, si tu veux passer au stade suivant. Ce qu'on va faire, c'est terminer cette introduction en termes d'agenda assez rapidement. Et puis, on va passer le gros du temps ensemble sur une présentation de ce que nous, on comprend cette philosophie qu'est l'entreprise libérée, en tout cas, comment on la met en œuvre. Et puis, on pourra répondre à vos questions-réponses à la fin. L'idée étant que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur le chat. Et à moins qu'il y ait une question, entre guillemets, qui vous empêche complètement de comprendre ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas clair, on la prendra plutôt vers la fin, a priori. Mais n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant. Ça fait plaisir. Par ailleurs, si je ne crois pas qu'il soit actif, mais si jamais vous voyez un autre outil que le chat, qui est le Q&A de Zoom, on ne l'utilisera pas. Donc voilà, reportez-vous plutôt au chat. Et sur le chat en tant que tel, que ce soit pour poser des questions ou faire appel à nous pour un problème technique, n'oubliez pas d'ouvrir aux panélistes et aux participants. Par défaut, Zoom va vous faire parler uniquement aux panélistes. Et donc, c'est d'autant mieux si vous pouvez parler à tous, panélistes et participants. Enfin, deux derniers éléments. J'ai fait allusion effectivement à l'enregistrement au début, donc on postera ce replay sur notre chaîne, le replay de cette session sur notre chaîne YouTube, youtube.com/fairpection. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de sa publication. Et il y a plein d'autres vidéos passionnantes sur notre chaîne. Et puis, on enverra les supports de la présentation quelques heures ou quelques jours après la fin de ce webinaire. On va tout de suite démarrer et c'est toi, Audrey, qui nous parle un peu plus de ce qu'est l'entreprise libérée déjà. L'idée, c'était de planter un peu le décor
déjà vous expliquer, que tu peux juste passer au slide suivant, s'il te plaît. Pourquoi ce témoignage? Parce que le mot témoignage est important. L'idée, on est vraiment là pour vous partager ce qu'on vit un peu dans notre quotidien. On n'a pas la prétention de vous faire une leçon théorique sur ce qu'est l'entreprise libérée. En revanche, voilà, ce qu'on voulait, c'était partager un peu nos convictions. On a déjà une première conviction qui est très forte et qu'on partage tous de manière intime, c'est de se dire, finalement, le modèle managérial traditionnel, ce que j'entends par traditionnel, c'est ce modèle managérial assez pyramidal, il atteint aujourd'hui certaines limites. On le voit déjà avec le télétravail qui se démocratise, alors à marche forcée due aux conditions sanitaires du moment, mais déjà il était enclenché avant. On a tous les phénomènes de stress au travail, de recharge de sens, de burn-out et même maintenant de burn-out. Tous ces éléments-là font que finalement, on a un modèle qui atteint ses limites. Alors, on ne pense pas que l'entreprise libérée amène des solutions à ce modèle-là, ce serait trop beau. En revanche, la philosophie derrière ce modèle, ça permet peut-être d'ouvrir un peu le champ des possibles, d'amener sur de nouvelles questions. Donc, ce qu'on espère aujourd'hui à travers ce témoignage, c'est planter quelques graines, à défaut de pouvoir vous amener des solutions concrètes, qui justement sur des problématiques peut-être que vous vivez au quotidien, vous amener à se dire peut-être que je vais vouloir expérimenter différemment. Déjà, commençons peut-être, ce qui est ici le best slide suivant, s'il te plaît, par définir ce qu'on entend par entreprise libérée, parce que justement, c'est dur d'y mettre une définition qui soit concrète. Déjà, il ne faut pas voir ça comme un modèle en tant que tel, mais plus comme une philosophie. Et ça va permettre, d'ailleurs, derrière cette philosophie, pas finalement de recalquer un modèle sur votre entreprise, mais de s'inspirer de ce qui s'y fait pour essayer d'implémenter quelques éléments aussi dans vos propres organisations. Et cette philosophie, elle va se construire en fait autour de 3 piliers. Le premier, c'est la raison d'être. La raison d'être, en fait, c'est finalement ce pourquoi l'entreprise existe, quelle est votre mission, en fait. Par exemple, chez Fairflexion, nous, ce qu'on veut faire, ce vers quoi on veut aller, on veut devenir les leaders de l'UX Research, tout en gardant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui soit réel, qui se concrétise dans notre vie de tous les jours. Et en fait, dans les modèles d'entreprise, dans les philosophies d'entreprise libérée, on va remettre cette raison d'être au centre de toutes les décisions, au centre de l'organisation en elle-même, et c'est elle qui va permettre d'arbitrer finalement sur des décisions stratégiques importantes. Je veux faire ça, est-ce que ça répond à ma raison d'être? Oui, non, et on va décider et en fait, ça va nous permettre de décider du j'y vais ou je n'y vais pas. Ça permet aussi de redonner du sens, en fait, un peu ce qu'on cherche tous, cette raison, se donner du sens à ce qu'on fait, à pourquoi on le fait, de remettre ça à chaque fois au centre de toute décision, de se le rappeler un peu comme un mantra. Ça permet de se recentrer autour de voilà, pourquoi on fait et comment on le fait. Donc ça, c'est un premier élément hyper important. Ce qu'il y a derrière, et c'est peut-être pour ceux qui ont déjà commencé à lire certaines choses, c'est ce qui revient le plus, c'est l'autogouvernance. L'autogouvernance, qu'est-ce qu'on met derrière ça finalement de manière très simple? C'est supprimer les managers. On va y revenir un peu plus en détail dans la présentation sur cette partie-là parce que c'est souvent là-dessus qu'on a des questions. Mais globalement, ça veut dire on va arriver à dissocier le fait des rôles, de tout ce qu'il y a pour faire tourner une entreprise, du monde des hommes. On n'a plus besoin de personnifier un rôle et des responsabilités. Et en fait, on va ramener la décision et la responsabilité aux personnes qui sont au plus proche de l'action. Et pour ça, on expliquera au cours de la présentation, on va rendre des informations disponibles, on va créer un espace de sécurité pour que les gens puissent le faire. Mais ça va vraiment être la capacité à supprimer le manager. Et le troisième pilier, c'est peut-être le plus difficile à appréhender parce que finalement, c'est celui dans lequel, dans notre formation ou dans la continuité de notre vie professionnelle, on est le moins formé. Il n'y a pas de formation directe pour apprendre à ce qui est l'inclusivité. On l'a traduit en français, mais je préfère le terme anglais qui est wellness. Et ce qu'on met derrière ça, va être vraiment d'arriver à créer un espace où chacun va avoir, donc l'espace de l'entreprise, de s'exprimer librement, d'être soi-même. Et ça, c'est hyper important. Il y a Google qui, il y a quelques années, a mené une étude sur l'ensemble des salariés de l'entreprise pour essayer d'identifier quels sont les éléments qui rendent les équipes le plus performantes.
Et derrière tout ce qui est ressorti, l'élément numéro un, vraiment ce qui était primordial, c'est ce qu'ils ont appelé, donc c'est en anglais, mais la psychological safety, donc la sécurité psychologique. Et en fait, qu'est-ce que c'est derrière ça? C'est la capacité à fournir un environnement dans lequel, en tant que personne, en tant qu'individu, on se sente bien, on se sente en sécurité et on se sente capable de prendre des risques, capable de faire des erreurs, ce qui vont permettre justement de permettre aux gens de s'épanouir et continuer d'avancer au sein du groupe. Voilà un peu pour une première définition. N'hésitez pas, hein, si vous avez, je suis allée très vite sur une philosophie qui est plus générique. On va rentrer un peu plus dans le détail et je vais laisser la parole à Thibaut maintenant justement pour exprimer à titre individuel comment tout ça se traduit. Merci Audrey. Oui, effectivement, on va passer à différentes échelles sur la façon dont nous, on s'approprie ces trois concepts clés et du coup, vous donner des exemples un peu plus concrets de ce que ça peut donner à travers ce témoignage. Si tu peux avancer, Katie. Donc, on va voir d'abord les premiers éléments, entre guillemets, un peu tarte à la crème. Ce que j'appelle tarte à la crème, c'est si vous avez déjà été confronté à ces sujets d'entreprise libérée. Vous avez probablement entendu des choses autour de l'absence de bureau, d'horaire, des vacances illimitées, etc. On se situe effectivement complètement dans cette ligne. Donc, parmi les principes, on a travailler d'où vous voulez. Ce qui est bien, effectivement, par rapport à la crise sanitaire, c'est qu'on n'a pas eu trop de problèmes de mise en place du télétravail, qui était déjà finalement le mode de fonctionnement principal. Travailler quand vous voulez. Si vous voulez faire une partie de FIFA qui se prolonge un petit peu au-delà de la pause déjeuner, mais que derrière, vous arrivez à assurer tout le reste, on s'en fiche un petit peu finalement, voire complètement. Et puis, pareil pour les vacances. Alors, je commence par ce sujet parce que c'est vrai que ça surprend, ça fait parfois un peu rêver, et puis ça peut aussi rendre un peu incrédule. Mais derrière, ce que je voudrais, c'est justement voir pourquoi ça rend incrédule avec ce motto Start with Why. Audrey vous a parlé de raison d'être. On le traduit aussi en pratique, nous, tous les jours, dans les actions, dans les projets, dans les discussions, par ce motto Start with Why, c'est-à-dire l'idée de s'interroger systématiquement sur pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Je vous ai mis le lien que vous pourrez consulter de la vidéo, enfin vous pourrez regarder si vous ne connaissez pas la vidéo de Simon Sinek où il explique pourquoi est la question la plus importante au monde. C'est vraiment une vidéo quasiment indispensable, je pense. Et si vous la connaissez, je ne détaille pas plus. Alors, pourquoi on se permet justement, Start with Why, pourquoi on se permet de remettre en cause ces notions de bureau, d'horaire, de vacances? Eh bien, en fait, c'est des choses dont on a hérité finalement d'assez longue date, hein, de l'ère industrielle, à un moment où le patronat avait besoin, pour avoir un résultat de sa force de travail dans des fabriques et après dans des usines, de contrôler vraiment le processus et la force de travail qui était mise et qui ressortait derrière un résultat industriel. Depuis, de l'eau a coulé que sous les ponts, on a gardé tout ça, et puis ça correspond bien psychologiquement à la façon dont notre cerveau fonctionne. Cependant, on s'aperçoit qu'on vit maintenant aussi dans des époques où, que ce soit des cadres, des employés ou des ouvriers, on est quand même de plus en plus tous dans justement des cadres et des exigences de créativité. Je fais exprès de parler aussi d'ouvriers, on voit des tas d'exemples de boulangerie ou de biscuiterie où les gens se posent plein de questions, ils réfléchissent différemment, c'est complètement différent de l'image d'Épinal qu'on a de quelque chose de très figé. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, si on a cette exigence de créativité, il faut aussi qu'on libère physiquement les contraintes. Il faut permettre aux gens de pouvoir bosser un moment depuis un parc, de pouvoir considérer que se réveiller, avoir une idée à 19h et prendre une demi-heure pour la mettre en place, ça peut être une bonne chose, mais qu'aussi on puisse rendre cette demi-heure
qu'on a un peu pris sur du temps personnel à un autre moment de la journée pour faire une lessive. Enfin, voilà, vraiment d'arriver à tourner, à se libérer de ces contraintes finalement. Et donc, si on ne regarde plus les moyens, ce qui va nous intéresser, c'est à nouveau, comme je le disais, le résultat. Et donc, seul le résultat compte. Nous, on va les travailler beaucoup à travers les OKR, donc, qui est un modèle d'objectif qui a été popularisé par Google, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi valides. Et ce qu'on constate, parce que finalement c'est un peu la question, c'est est-ce qu'il y a des abus dans un sens ou dans un autre. Ce qu'on constate, c'est que le système a tendance à s'autoréguler. Si on prend les vacances, par exemple, peut-être que la première année, Katie, elle va être plus à s'investir et à se dire, moi, je vais prendre un petit peu moins de vacances parce que je veux vraiment assurer ma première année, etc. Et peut-être que dans 2-3 ans, elle viendra avec un projet de tour du monde autour d'un mariage ou autre, j'en sais rien, et on discutera ensemble de comment est-ce qu'elle peut prendre 4 mois dans l'année, mais tout en assurant quand même ses objectifs. Donc voilà pour un peu voilà, les choses qui sont en surface, on va dire. Mais en tout cas, la conclusion de ce slide, c'est je sais à travers mes OKR, en tout cas chez Perfection, ce que je dois réussir à faire. Maintenant, comment je vais m'y prendre, quelles décisions je vais prendre par rapport à ça, ça va être un autre sujet. Si tu peux avancer d'un slide. Et notamment par rapport à ces sujets de décision, et ce que disait aussi Audrey par rapport au fait d'avoir un espace de sécurité, on a dans cette philosophie un énorme besoin de transparence de l'information, c'est-à-dire que je me retrouve finalement assez souvent alors moi, les uns les autres, hein, pas seulement moi, Thibaut, à prendre des décisions en toute autonomie. Et pour ça, j'ai besoin d'accéder à l'information et j'ai besoin qu'il n'y ait pas d'information cachée. J'ai besoin de savoir qu'il n'y a pas d'information cachée. Alors, ça, on l'exprime souvent, on le montre souvent au monde à travers ce que vous voyez ici, c'est-à-dire notre grille de salaire qui est publique, qu'on republie, actualisée une fois par an sur notre blog. Et évidemment, elle est publique en interne chez Fairfection. Mais il en va de cela pour toutes les informations qu'on a. Donc, les feuilles de salaire, le business model, les bilans comptables, sa présentation par le comptable, qui est toujours très étonné de présenter non pas seulement aux dirigeants, mais à toute l'équipe les informations. Et puis là, je prends différents exemples qui sont plutôt orientés finance, mais finalement, c'est vrai de tout. Alors, c'est formidable, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'évidemment, on se met à crawler tout d'un coup sur l'information, et ça, c'est pas bon non plus. La façon dont on va le gérer, c'est qu'on va beaucoup travailler sur la communication. Donc, on travaille beaucoup sur le moment où je dois communiquer ou répéter une information et auprès de qui, comment, etc. Mais aussi comment on va aider à digérer l'information. Et on va revenir dessus dans un instant, mais avant même ça, on va mettre en place des petites astuces. Par exemple, si j'ai besoin d'engager un nouveau budget qui n'était pas prévu, je vais avoir une formule de calcul dans le business plan qui va me permettre de comprendre un peu mieux l'aspect opérationnel de cette dépense. Alors, on va prendre un exemple un peu fort comme un nouveau recrutement. On sait que ça va s'exprimer en dizaines de milliers d'euros. Et donc, une fois que je vais mettre, sans même trop rentrer tout de suite dans le détail, si je mets juste ce nouveau budget dans le business plan, ça va m'indiquer a priori le nombre d'études ou de tests qu'il va y avoir en plus, le chiffre d'affaires qu'il va falloir aller chercher en plus. Et ces informations, je vais pouvoir les partager avec d'autres personnes pour voir si eux pensent pouvoir absorber ce besoin de chiffre d'affaires en plus, etc. Voilà, donc on va vraiment faire ce travail de digestion. Et ça, on va le faire notamment à travers la documentation que Katie va vous montrer dans un instant. Puisque l'idée, c'est j'ai accès à l'information moi, mais évidemment, cette information, elle est partagée. Donc, on travaille énormément sur le fait de créer un savoir partagé, un peu comme voilà, nos ancêtres faisaient une fois qu'ils avaient chassé le mammouth. Alors, c'est très image d'Épinal, mais il y avait un débrief qui était organisé autour du chaman et finalement, on créait ce savoir partagé à travers des contes et des récits et des histoires que le chaman pouvait répéter de soir en soir et qui finalement portaient cette expérience. Moi, je suis persuadé que c'était une forme d'apprentissage qui est formidable, qu'on a clairement perdu dans les entreprises. Et finalement, c'est quelque chose que nous, on va s'attacher à recréer ici. Alors, on utilise comme outil, c'est un outil parmi d'autres, mais on a choisi Notion.so, si ça vous intéresse de creuser.
Et par exemple, vous allez voir sur cette page, qui est la première page que Katie a vue quand elle a, un peu même avant de joindre Fairfaxion, mais quand elle a commencé à regarder dans les documents qu'on lui a partagés, vous allez retrouver des éléments qu'on a commencé à vous expliquer. C'est-à-dire que cette première page de documentation, elle commence par why, donc start with why, pour expliquer pourquoi cette page existe. Elle se situe ensuite sur l'explication de où on va, donc quels sont nos objectifs, qu'est-ce qui fait que, quelle est notre raison d'être, comment on pense demain réussir et par quel chemin. Et puis, donc ça c'est la colonne à gauche, et puis la colonne à droite, elle commence déjà à rentrer un peu plus dans le comment vous allez vous y prendre, puisque c'est votre première fois chez Fairfaxion, donc avant votre premier jour, etc. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur la documentation, mais parlons plutôt du fait que, évidemment, on le fait parce qu'on n'est pas tout seul et qu'on travaille en équipe, et ça, Katie va vous en parler. Oui, merci Thibaut. Donc oui, bon, je vais vous parler un peu plus à l'échelle de l'équipe. Alors, chez Fairfaxion, on avait abandonné l'idée d'avoir des fiches de poste. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'était parce qu'on trouvait que ça limitait les gens. Donc, au lieu d'avoir les fiches de poste, on a listé l'ensemble des tâches et ensuite on les a réparties en fonction des appétences et des compétences de chacun. Et en faisant ça, cela nous permet d'avoir plus de souplesse, plus d'agilité et aussi plus de performance. Et bien sûr, ça laisse les gens faire ce qu'ils aiment faire. Aussi, avec cette idée d'avoir les rôles transversaux, pardon, on casse les cloisons. Donc, comme avec l'exemple de la grille de salaire, on avait un UX researcher qui travaille avec un sales et aussi avec un dev, tous ensemble sur ce même projet. Et les tâches vont nous dire quoi faire. Et ensuite, on a toujours les process qui vont expliquer comment faire. Donc, pour libérer l'entreprise, on va vraiment pousser sur cet aspect de process et bien sûr avec la documentation. Cette organisation de nos process est essentielle pour la gestion des tâches. Donc voilà, vous avez en capture d'écran d'un outil qu'on utilise qui s'appelle Asana, qu'on utilise pour la gestion des projets. Et sur chaque carte, on résume le projet, toujours en commençant, en start with why. Donc on explique le pourquoi on fait ce projet ou cette tâche, et aussi toujours avec une date d'échéance et quelqu'un qui est responsable. Et c'est vraiment grâce à nos process que tous nos opérations sont bien détaillées, et tant que même en l'absence de quelqu'un, ces activités peuvent continuer de poursuivre, et c'est parce que nos process rendent l'implicite explicite. Ensuite, je vais passer la main à Audrey pour parler un peu plus du manager. Merci beaucoup, Katie. Oui, on a vraiment voulu faire une partie spécifique sur ce rôle du manager parce que, en tout cas, moi, déjà, dans mon environnement personnel, il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais comment vous faites sans manager? Et en plus, moi, mon cercle proche, j'ai fait une école de management, donc forcément, je suis entourée de nouveaux managers et c'est vraiment ce qui questionne. Donc, l'idée, c'était et j'imagine que vous avez aussi sûrement des questions sur cette partie-là. Donc, c'est de vous expliquer un peu comment nous, on essaie de composer sans ce rôle de manager en tant que tel. Si tu peux passer au slide suivant, Katie, s'il te plaît. En fait, on a vraiment fait comme pour l'ensemble des autres tâches, comme vient de vous l'expliquer Katie, indispensables à la vie de l'entreprise. On a listé l'ensemble des activités, des tâches, des rôles qui sont normalement personnifiés chez un manager, et on a essayé de les redistribuer entre nous avec le fameux tableau de tâches que vous a présenté Katie. Si je rentre un peu plus, alors rentrer dans le détail tout en restant quand même un peu macro, c'est contradictoire ce que je dis, mais c'est pour que vous me suiviez. Là, si je prends des exemples, j'ai simplifié un peu les activités qui incombaient à un manager dans toute entreprise pour vous expliquer un peu comment nous, on a comblé ça derrière, et ce sur quoi on a encore des difficultés, parce qu'encore une fois, on n'a pas des solutions à tous nos problèmes aujourd'hui. Donc, si encore une fois, je simplifie, les premières activités qui vont incomber à un manager en tant que tel, ça va être tout ce qui va être les activités de coordination. Ce que je mets derrière la coordination,
c'est de la gestion de projet, le contrôle de la qualité, la coordination entre des équipes, la communication, etc. Ça, alors ça peut peut-être surprendre, mais c'est finalement pas là où on a le plus de difficultés à redistribuer ces rôles ou à continuer à avoir des choses aussi fluides au niveau de la coordination. Parce que justement, grâce à des process très, très clairs, vraiment éprouvés, et une documentation qui est fluide et une bonne communication entre nous, ça arrive à se faire. Parce que les process nous expliquent comment faire les choses, on a des responsables sur chacune des activités, on a des deadlines. Finalement, sur les missions de gestion de projet, ça se fait bien. On a des bons systèmes de communication entre nous pour assurer la coordination et on a des standards qualité pour s'assurer du bon niveau de contrôle. Et j'ai remis les 2 outils qu'on utilisait pour vous les enseigner un aspect visuel, mais c'est ceux que Thibaut citait, donc Asana et Notion. Ensuite, il y a l'autre partie où là, déjà, on commence un peu à se complexifier. Ça va être l'autorité. Ce que je mets derrière autorité, hein, ce n'est pas un gros mot, c'est tout ce qui va être les notions de compétences, de porter la stratégie de l'entreprise, une capacité à prendre une décision. Moi, ce que j'aimais dans mon entreprise classique, on va dire, dans mon ancienne entreprise qui avait un système de management classique, c'est que quand j'avais une décision à prendre, bah, finalement, je préparais un dossier que j'allais soumettre à un N+1 qui allait décider finalement de si oui, c'était viable ou non et qui allait me donner son aval et son go. Donc, finalement, moi, je me déresponsabiliser en quelque sorte de l'impact de la décision que je prenais, puisque mon manager m'avait dit d'y aller. Et ça n'existe plus dans l'entreprise libérée. Je vous ai parlé d'autogouvernance et supprime ce rôle-là directement de manager. Donc, on a dû un peu réimaginer comment être en capacité de prendre des décisions. Donc, encore une fois, la clé, c'est de rendre l'ensemble de l'information disponible. Par exemple, je prends une décision qui doit avoir un impact financier. Plutôt que d'aller demander à un DAF, un directeur administratif financier, si ça passe au niveau budget, je vais avoir toutes les informations pour moi-même réussir à lire et savoir ce budget. Mais même là, ça va être compliqué parce que, par exemple, toujours sur des notions budgétaires, on a tous des rapports à l'argent qui sont différents, aussi bien au niveau de la perception d'un montant qu'au niveau même de engager un budget directement. Et ça va être propre à chacun et à la nature de chacune des personnes qui composent l'équipe. Donc, ce qu'on va essayer aussi, c'est de mettre en place des cercles d'entraide, des cercles de consultation pour j'ai une décision à prendre, mais je ne suis pas livrée face à moi-même pour prendre cette décision. J'ai d'une part accès à l'information, comme je viens de vous le dire, et en plus, j'ai ensuite tout un cercle d'autres membres de Fairflexion pour m'aider, pour me donner leur avis, que je peux aller consulter en fait pour recevoir du feedback et prendre ma décision en toute connaissance de cause. Pour être tout à fait transparente, on est encore en train de se chercher sur ces éléments-là. On tâtonne, on avance en marchant pour vraiment arriver à encore rendre plus fluide ces notions. Et enfin, le troisième grand domaine de compétences qu'on a relié au rôle du manager et qui est primordial et qui en plus souvent ce qui plaît le plus chez un manager, c'est toute la notion d'accompagnement. Ce qu'on met derrière l'accompagnement, c'est les aspects de coaching, de formation, de gestion des talents. Pareil, moi, un souvenir que j'avais dans mes fameux entretiens annuels, ce que j'aimais, c'est que j'avais finalement un peu un juge de paix qui allait pouvoir évaluer mon travail, me donner des feedbacks sur ce travail-là et surtout m'indiquer de manière claire quels étaient les prochains jalons à franchir. OK, quelles sont les prochaines steps à monter pour progresser dans ma carrière, pour progresser à titre individuel, ou même pour progresser à titre personnel. Ça, on l'a plus de manière directe, dans l'entreprise libérée. Et c'est que chacun va être responsable finalement de gérer sa progression. Et honnêtement, c'est peut-être là-dessus on a vraiment le plus galéré parce que alors, même si le cercle de feedback fonctionnait, etc., on arrivait à avoir des retours sur notre travail au quotidien. Ça fonctionne bien sur les soft skills, c'est beaucoup plus dur sur les hard skills, donc tout ce qui va être lié à notre métier propre. Donc, on a essayé différentes choses. Et là, ce qu'on a mis en place, qui est inhérent finalement au travail sur la grille de salaire, vous avez vu, c'est qu'on a créé une grille d'auto-appréciation qui va nous permettre en fait d'évaluer d'une part ce qu'on a pu faire autour de grands domaines de compétences qu'on a listés indispensables pour faire Fairflexion, mais aussi de recueillir de feedback d'autres personnes de l'entreprise pour se nourrir aussi de d'autres personnes qui composent le groupe. Et surtout, ça va aussi permettre d'identifier, grâce à une grille qui justement a été assez travaillée,
finalement, quels sont les prochains axes de progression et grâce à des discussions et à des moments d'échange autour de cette grille, de voir, OK, comment je peux progresser sur ce domaine sur lequel j'ai été identifiée comme avec une marge de progression, ou d'ailleurs, à l'inverse, comment ça, c'est mon point fort, comment continuer à renforcer mes forces plutôt que simplement combler des faiblesses. Il y aurait beaucoup de choses à se dire là-dessus. J'ai posté là en commentaire le lien de l'article qui le détaille. On est aussi complètement ouvert à partager cette grille, mais ce serait un tout autre sujet, donc n'hésitez pas à nous la demander si vous voulez rentrer dans le détail sur ces éléments-là. Et enfin, pour conclure sur tout cet aspect manager, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui revient aussi souvent, et j'espère au moins que les personnes présentes aujourd'hui vont arriver à désacraliser, supprimer le manager, ça ne veut pas dire supprimer le management. On a du management chez Fairflexion, on a simplement opté pour un management qu'on appelle organique, qui va du coup être plus naturel et aussi plus agile. L'image donnée par Laloux, alors Frédéric Laloux, qui est un des grands théoriciens de l'entreprise libérée, que je trouve un peu pompeuse, mais qui a le mérite de bien illustrer, enfin de bien imager ce qu'est, c'est que finalement, le management organique, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les êtres vivants. Et il prend l'exemple d'un cerveau. Dans un cerveau, dans votre cerveau, vous n'avez pas un super neurone qui va dire à ses neurones du dessous et ensuite qui va dire à ses neurones encore en dessous quoi faire, comment le faire et dans quel ordre de priorité le faire. Il y a un équilibre qui se fait super bien et qui fonctionne plutôt pas mal, justement, de manière, encore une fois, je ne trouve pas notre meilleur terme, organique. Donc, c'est vraiment cette image que vous pouvez garder en tête. En plus, le mot en tête est assez approprié. Super. Donc là, je vais vous parler un peu de comment l'équipe s'agrandit, mais bien sûr, il y a les potentielles problématiques de recrutement, par exemple les questions de comment on trouve les gens qui renversent nos valeurs et aussi le fait que c'est pas tout le monde qui veut travailler pour une entreprise libérée. Mais pendant cette partie-là, mon but, c'est vraiment de vous présenter mon expérience de l'autre côté du recrutement comme quelqu'un qui venait de rejoindre l'équipe. Pour commencer, qu'est-ce qui m'avait attirée chez Perfection et cette idée de l'entreprise libérée? Pour moi, c'était une philosophie différente, notamment avec cette méthode de leader-leader, parce que je pense à première vue, quand on pense à l'entreprise libérée, on imagine qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais en fait, avec cette méthode de leader-leader, ça nous permet de créer plusieurs hiérarchies, mais les hiérarchies naturelles. Ensuite, la flexibilité. Moi, j'ai cherché une entreprise qui attache l'importance à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Aussi, la flexibilité de travailler à distance était pour moi quelque chose de très important. Par exemple, plutôt grâce à nos process et organisations, je peux choisir de travailler 2 mois aux États-Unis pour voir ma famille sans souci et je ne serais pas obligée de me lever à 3 heures du mat pour faire une réunion qui se passe à 9 heures en France. Et dernièrement, c'est vraiment cet aspect de wholeness ou inclusivité, comme on avait parlé tout à l'heure. Vraiment cette idée d'être soi-même au travail. Comme vous entendez bien, je suis américaine, donc, et on est vraiment composé d'une équipe multiculturelle, donc diverse avec les différents points de vue et les différentes expériences, mais toujours dans une entreprise qui met l'importance sur l'inclusivité. Alors, pendant mon intégration, les 2 questions que j'avais posées avant de commencer, c'était comment faire une intégration sans manager et aussi à distance. Et là encore, on voit que les process et documentation et surtout la transparence, c'est clé pour le succès de l'intégration. Donc, on a toujours, pendant l'onboarding, on a toujours les tâches à compléter et les outils de communication qui sont partagés. Et comme avait dit Thibaut tout à l'heure, avec Notion, on voit vraiment tout le parcours qu'on va suivre pendant cette intégration. Et aussi, j'aimais bien cette idée que, oui, je vois toutes les tâches et je suis responsable pour mon succès. Je suis responsable, mais je ne suis pas seule. Donc j'avais
toujours, j'avais un coach et bien sûr toute l'équipe à qui je peux poser des questions ou demander de l'aide. Et une des étapes clés de notre onboarding, cette intégration, c'est ce rapport d'étonnement, autrement dit en Fresh Eye Report. Et c'est une opportunité pour chaque nouveau membre de l'équipe d'écrire et de présenter pendant une réunion à Fairfaxion nos impressions. Donc qu'est-ce qu'on trouve qui marche très bien et il faut absolument garder, ou peut-être quels sont les axes d'amélioration. Et là, encore une fois, c'est vraiment une activité qui renforce la transparence et cet esprit de partage et de feedback qu'on a chez Fairfaxion. Oui, alors on va conclure et il y a plein de questions, donc c'est un vrai bonheur. On va pouvoir ensuite répondre à vos questions. Mais pour conclure, d'abord, je voulais répondre à une question qui est essentielle, c'est est-ce qu'on a envie de continuer à libérer l'entreprise? Alors, c'est un grand oui, ça ne va pas vous surprendre parce que sinon on ne ferait pas ce webinaire. Mais je voulais vraiment le dire parce que parfois, quand je commence à avoir ces échanges, on me dit oui, mais alors tu comprends, d'autres boîtes, ils l'ont fait un peu, ils ont arrêté, donc probablement ça ne marche pas. Alors pourquoi ils ont commencé, pourquoi ils ont arrêté, j'en sais rien. En revanche, nous, on voit des bénéfices que moi je trouve formidables et que l'équipe semble trouver bien aussi et dont on voudrait vous donner des exemples. Les challenges dont on a commencé à vous parler, on les trouve super intéressants également. Et là encore, on vous donnera 3 exemples. Et puis, ça fait des choses, ça fait des vrais sujets d'échange avec nos clients, avec nos proches, avec nos amis. Et peut-être là aussi 3 exemples de choses que vous pouvez emporter avant qu'on discute plus avant. Alors, sur les bénéfices, d'abord, le premier, c'est cet équilibre work-life balance. Donc, on parle beaucoup, ça reste souvent très théorique. En tout cas, moi, j'avoue, je pense que, en toute humilité, on a réussi avec Arnaud et avec toute l'équipe après, hein, mais en tout cas, à remplir ce contrat de base auquel on s'attachait, qui était d'arriver à trouver un autre équilibre dans notre vie, tout en étant épanoui au travail. C'est quelque chose qu'on mesure de différentes façons et on a mis comme illustration un de nos petits sondages internes qui a pas mal de dimensions, comme vous le voyez, pour aller chercher les points qui fonctionnent bien et les points qu'il faut corriger. Et de trouver, et c'est le deuxième aspect, cet équilibre de vie au travail sans en faire une entreprise un peu pataude, un peu sous-performante. Au contraire, on est, voilà, enfin, aujourd'hui, quand on se benchmark avec d'autres camarades entrepreneurs, on n'a pas à rougir a priori. On est sur une entreprise qui double son volume d'activité chaque année, et, sauf en 2020. Mais en 2020, on a montré une belle résilience, on a pris des coups, comme les copains, on a été au tapis, on s'est remis sur le ring avec les gencives qui saignaient, mais le sourire. Et avec nos clients, on est reparti. Et voilà, on est reparti dans nos activités de recherche utilisateur, de tests et d'études. Et 2021 s'annonce plutôt une belle année de croissance saine, toujours avec ses clients. Donc, je trouve que vraiment, c'est ce contrat de base, enfin ce pari en tout cas qu'on avait fait, qui était de dire, bon, arriver à trouver un autre environnement de travail tout en étant performant, j'ai l'impression qu'il est là. Et puis après, il y a cette surprise, enfin quelque chose que j'espérais, mais je ne le disais pas à grand monde parce que ça me semblait tellement improbable. C'est cette entreprise apprenante, c'est cette tribu avec son chaman et ses chasseurs de mammouths dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment cette capacité à travers des rituels, des process et des comportements, cette capacité à apprendre et à améliorer en permanence. Évidemment, ça fonctionne bien avec notre business, puisque nous, notre activité, c'est enfin, d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, on est dans cette philosophie déjà. Mais le voir que ça fonctionne à l'intérieur, c'est formidable. Et je pense que c'est notre plus grand atout, un atout un peu caché, mais notre plus grand atout pour la suite. Alors ça, c'est pour les bénéfices. Après, en termes de défis,
Trois exemples dont on a plus ou moins commencé à vous parler. Le premier, c'est la limite de ce que j'appelle les profils couteau suisse, c'est-à-dire que comme vous avez compris, on n'a pas de fonction transverse pour finalement euh, favoriser la polyvalence et donc on n'a pas par exemple de DRH ou de DAF. Donc quand il s'agit d'organiser par exemple les élections du comité social et économique, il faut que quelqu'un lève la main et investisse de son temps, à la fois enfin, de son temps et de son intelligence pour comprendre les enjeux de ces élections, par exemple, les mettre en place et faire en sorte que voilà, tout ça se passe bien. Évidemment, ces sujets transverses, ils peuvent être assez nombreux. Et donc, il y a à la fois un équilibre. Alors, c'est très enrichissant intellectuellement, mais il y a quand même un équilibre à trouver. Et puis aussi savoir à quel moment on a des limites sur des sujets qui peuvent être parfois très techniques à ces profils couteau suisse. Un peu, enfin, on va tourner finalement une boule à facettes à travers ces défis parce que finalement, on revient toujours à cet aspect de gérer de la diversité. Le deuxième aspect, c'est les différentes personnalités. L'entreprise libérée, c'est un courant qui est parfait pour les gens qui aiment bien parler, comme moi. C'est bien pour les gens qui n'hésitent pas à demander de l'aide. Pour des gens qui vont être plus timides et introvertis, parfois c'est un peu dur. Donc, on fait aussi ce travail et on n'a pas trouvé toutes les clés, comme disait Audrey, pour arriver à ramener ces personnalités-là et faire qu'elles puissent s'exprimer et puis qu'on puisse les entendre aussi. Parce que parfois, déjà, les entendre, c'est pas facile. Et puis le troisième défi, ça va être l'équilibre autour de la coordination et surtout le temps que requiert cette coordination. Le bénéfice finalement, c'est... attendez, je suis désolé, je vous demande une micro-pause. Voilà, micro-pause gérée. L'avantage qu'on a, effectivement, c'est qu'on est sur une approche qui nous donne beaucoup de transversalité. On a très peu de silos, on arrive à beaucoup gérer ce petit côté abeilles qui vont d'une ruche à l'autre. Mais évidemment, ça demande de la coordination. Et cette coordination, on essaie de faire en sorte que ça ne se transfère pas uniquement en discussion qui demande beaucoup de temps. Donc, on travaille beaucoup sur comment on peut arriver à se comprendre, mais sans forcément ne faire que des réunions. Donc, récemment, voilà, on a revu nos réunions d'équipe. On a réussi à économiser 2-3 heures de réunions d'équipe par semaine. Donc, multiplié par le nombre de personnes, ça commence à compter. Mais c'est un vrai sujet, c'est pas évident de se coordonner sans se parler. Donc, il faut trouver cet équilibre. Et puis, trois choses que vous pouvez emporter. Je vais être assez concis puisque finalement, on a commencé à en parler beaucoup et il vaut mieux que je reste concis, sinon je vais parler de la documentation pendant des heures, vous l'aurez compris. Donc, Start with Why, interrogez systématiquement la raison pour laquelle vous avez une discussion, un projet ou vous faites quelque chose. Ça permet de se réaligner et de redonner du sens et parfois d'annuler les actions et c'est pas plus mal. Les rôles, plutôt une approche par tâche finalement que par fiche de poste. Les fiches de poste, c'est le premier, j'ai envie de dire, c'est le premier étage de la construction d'un territoire. Les territoires mènent au silo et c'est pas bien. Et finalement, quand on a inscrit tous les rôles d'une équipe au sein d'une feuille Excel, c'est beaucoup plus facile et on a beaucoup moins l'impression d'empiéter sur le territoire de quelqu'un ou de céder à quelqu'un si on a juste à se passer une ligne dans une feuille Excel. Et puis la documentation, justement, pour savoir comment reprendre un rôle, par exemple, ou pour prendre un nouveau job, quand on hérite comment dire, des expériences sur une seule page de nombreux chamans, de nombreuses générations de chamans, finalement, on est quand même beaucoup plus fort et on peut commencer beaucoup plus vite à faire son job. Voilà, on en a terminé pour l'aspect présentation. Et on a un peu, on a fait cette course pour pouvoir avoir 5 minutes de plus pour prendre des questions parce qu'on voit qu'il y en a de partout, qu'elles sont super. Et donc première chose, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là. Et puis on va reprendre les questions une par une. Je vais les lire si ça vous convient, Katie, Audrey, et puis on va se les distribuer.
Alors, je pense que la première, je recommence chronologiquement, comme ça je suis sûr de ne pas en rater. La première question à laquelle j'ai commencé à répondre, mais c'est pour toi quand même Audrey, c'est, j'ai commencé à répondre par écrit, cette grille de salaire est-elle décidée collectivement et qui décide où il se situe? Okay. Alors, il y avait beaucoup de questions hein, sur la grille de salaire, sur est-ce que c'est la même grille pour toutes les fonctions de l'entreprise, ensuite comment on évalue, etc. Donc regroupons toute cette question de la grille liée à la grille de salaire pour tenir un peu le timing. Déjà, il y a tout le Statwise Why. Pourquoi on a retravaillé là-dessus? Parce que ça a été... alors, on était déjà conscient qu'il y avait des frustrations autour du niveau de salaire chez Fairfection. Et ça a été clairement identifié lors de l'audit qu'on a mené. C'est le diagramme qu'on vous a présenté. Quand vous reparcourez le slide, vous verrez qu'il y a un gap sur le niveau de salaire. Donc déjà, on a commencé par vraiment traiter le sujet quand il a identifié avec ce niveau de criticité-là. Et ensuite, comment on a travaillé? On a travaillé finalement comme tout nouveau projet chez Fairfection. On a constitué un groupe de travail pour le gérer. Le groupe de travail, il était constitué d'un membre de chaque équipe pour avoir certaines représentativités des différents points de vue. Il a été constitué sans les fondateurs aussi. C'est un point assez important de se dire finalement, on a réussi à retravailler complètement cette grille et la méthode d'évaluation et d'appréciation qui va avec. Et après, alors, si vous voulez le détail, n'hésitez pas à lire l'article, je l'ai reposté, puis on pourra remettre dans le lien des sources sur la présentation. Il y a un article qui rentre vraiment dans le détail de comment on a fait ça. Mais globalement, on a interrogé en interne, on a regardé ce qui se passait en externe, on a benchmarké, on a vu plein de choses. On a tâtonné, on a essayé de trouver une grille qui soit plus en accord avec le marché. Ça, finalement, la partie financière, encore une fois, on avait accès au business model, on a réussi à déterminer un budget en fonction de ça, on avait toutes les infos pour pouvoir le faire. La partie un peu plus complexe a été comment maintenant on permet finalement à redistribuer ce salaire entre nous tous. On a opté pour le fait que chacun soit maître de décider de son salaire et donc de décider de son niveau de salaire. Et pour ça, pour qu'on puisse le faire, encore une fois, en toute sérénité et en toute légitimité par rapport aux autres, on a créé une grille d'appréciation, donc la grille d'appréciation que j'ai déjà mentionnée au cours de la présentation, qui permet finalement, en différentes phases et différents auto-questionnements, d'évaluer son niveau. Et ce niveau renvoie à un niveau de salaire. Donc cette grille d'appréciation, elle est complétée par soi-même et aussi par 2 autres personnes de l'entreprise qu'on choisit nous-mêmes pour vraiment, encore une fois, il y a la question d'être légitime sur là où on se positionne sur la grille de salaire pour pouvoir le faire en toute sérénité. Je vous invite vraiment à lire l'article qui rentre dans le détail sur ces éléments-là. Merci Audrey. Et donc j'ajoute en complément, je ne reviens pas sur la question spécifique aux commerciaux, mais ils ont la même grille. Le système dont on se parle est essentiellement un fixe qui va être complété par un accord d'intéressement, donc à nouveau une approche collective et qui est liée pour le coup à la réussite, à relier la réussite des individus et celle de l'entreprise à un niveau global. À nouveau, on cherche beaucoup des mécanismes qui créent de la transversalité. Je me permets de ne pas revenir sur la question, puisque j'y avais répondu, combien de temps avez-vous eu besoin pour élaborer la liste des tâches? Et j'ai vu que Farah avait posé d'autres questions, donc on va pouvoir reprendre d'autres questions de sa part. J'ai une question sur l'absence de manager, la manière dont c'est perçu par les clients. Souvent, le rôle du manager est valorisé par les clients avec une dimension statutaire. Du coup, comment arrivez-vous à les convaincre, à rassurer les entreprises? Ouais. Peut-être pour toi aussi. Ouais, non. Alors, il y a 2 choses. En fait, encore une fois, ce qui rassure, la façon dont je comprends, alors Audrey en plus n'est plus là pour pouvoir repréciser sa question. Ce que je comprends derrière ça, c'est que ce qui rassure un client, c'est finalement le fait que le manager assure la qualité d'un delivery, du niveau de service, etc., qu'on aura vendu. Nous, encore une fois, on va juste, c'est ça bien évidemment que cette réassurance auprès de notre client final au niveau de la qualité du delivery, on n'a pas supprimé ce rôle-là. Il est primordial. En revanche, encore une fois, on le dépersonnifie, c'est-à-dire que la personne qui va porter ce rôle auprès de notre client, c'est la personne qui va être le plus légitime à le faire.
Donc, ça peut être le directeur d'études, ça peut être le chef de projet sur cet enfant-là, ça peut être un expert en UX parce que finalement, ce rôle, il peut changer. Ça peut être le key account manager quand il a une relation hyper intime avec son client. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire qui est le plus légitime pour rassurer le client sur le niveau de qualité qu'on va lui délivrer. Et finalement, c'est une question qu'on ne se pose même pas et qui arrive de façon un peu plus naturelle. Et tout ça pour dire que ce rôle, il existe, il est juste dépersonnifié, il va appartenir à celui qui sera le plus légitime à le faire sur ce sujet-là. Katie, je ne sais pas si tu veux prendre cette question. Comment vous formez-vous pour pouvoir gérer les sujets transverses? C'était vraiment, en fait, j'ai pas de réponse qui vient à l'esprit parce que pour moi, même après 2 mois, ça me paraît tellement, naturel et je pense que c'était vraiment en suivant le process de onboarding, toutes les tâches pour m'intégrer chez Perfection. Oui, je ne sais pas Audrey si tu as quelque chose de Ouais, plus après, concret à ajouter, parce oui. qu'en vrai, ça fait partie aussi des limites. Quand on lit ces tâches sur les sujets transverses, il y a des choses qui finalement vont plus lier à des compétences de gestion de projet qu'on va tous réussir à gérer. Là où on commence à un peu avoir les limites, c'est typiquement dès qu'on va traiter des gros sujets financiers. C'est pas moi qui étais là-dessus, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais passer sur un BP prévisionnel pour arriver à être plus sécure sur nos prévisions, etc. Là, justement, on commence à atteindre certaines limites. C'est ce que Thibaut expliquait avec la limite des couteaux suisses. À se dire, est-ce qu'on forme des gens en interne pour prendre ces compétences-là en plus de leur métier de base? Est-ce qu'on va aller recruter une compétence spécifique, mais du coup, le fait de recruter une compétence spécifique, ça veut dire qu'on va aussi potentiellement limiter une personne à une activité, ce qu'on ne veut pas faire. C'est des vraies questions, et c'est des vraies questions qui arrivent justement avec la notion de taille, la notion de croissance, et auxquelles, honnêtement, on n'a pas encore répondu. Donc, le comment, le comment, je n'ai pas encore la réponse parce qu'on se pose encore, on commence vraiment à se poser la question. Perfection, ça a commencé à une entreprise de 3 personnes. On est un peu plus d'une quinzaine maintenant. On est encore en train de se questionner là-dessus. Après, pour revenir sur un point dont parlait Katie, que je trouve intéressant, c'est elle vous a montré comment l'intégration joue un rôle dans l'apprentissage des processus. Je trouve que ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on conçoit un peu comme dans les jeux vidéo, en fait. Alors, j'ai parlé 2 fois de jeux vidéo, c'est pas, c'est pas indicatif, mais on conçoit l'intégration comme le tutoriel finalement de Perfection. Donc, plutôt que de vous dire voilà ce que vous devez savoir ou voilà ce que vous devez installer, on vous le fait faire à travers les outils que vous utiliserez et les méthodes que vous utiliserez demain. Alors, je vais répondre à la question suivante parce que vous n'étiez pas là quand on s'est posé la question. Donc, avez-vous rencontré des obstacles? C'est un combat de tous les jours, mais avez-vous rencontré des obstacles en interne à l'abolition du management classique? Non, parce qu'on était petits. Voilà. En résumé, on était petits et quand la question a commencé à se poser, on est arrivé avec une idée assez forte là-dessus qui était de dire ça va nous prendre la tête et donc ça s'est fait assez naturellement. En revanche, ce que je peux dire, c'est que clairement, c'est Arnaud et moi-même qui sommes arrivés avec ça. Donc, quelle que soit la taille, en fait, tout ce qu'on vous dit n'est. Alors, typiquement, c'est une différence entre l'entreprise libérée et d'autres approches modernes du management. C'est que dans l'entreprise libérée, la direction ou le patron, enfin, comment vous voudrez, quel que soit le nom que vous voudrez lui donner, doit impulser ces choses-là. Il est porteur d'une vision autour du management. Voilà. Il y a d'autres approches où on est plus sur un collectif dès le départ qui veut travailler ensemble et trouve sa façon organique de travailler ensemble. Voilà. Donc, quelle que soit la taille de votre équipe, je pense que c'est important. Enfin, il ne se passera pas grand-chose si les boss ou le comité de direction n'est pas à fond derrière ça et l'idée que effectivement la structure pyramidale aujourd'hui est un obstacle à votre progression. Alors, ne souffrez-vous pas de la distance physique avec vos collègues? Si.
Bah, celle-là, je peux y répondre aussi. Si clairement, encore une fois, ça n'a pas réponse à tout et comme tous et qui plus est, en cette période, c'est compliqué. En temps normal, déjà, il y a plusieurs choses. C'est qu'on garde un bureau chez Fairfection. On a un bureau à Paris où chacun est libre d'aller. Alors, ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est le bureau n'est pas considéré comme un lieu de travail chez nous. Finalement, on va au bureau qu'on a besoin de voir du monde, on a besoin de voir les collègues, on a besoin de discuter, de prendre un café. Si vous avez besoin d'être concentré, hyper productif, ce ne sera pas le bon endroit. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. On essaie aussi d'avoir des moments un peu de vie qui sont différents que justement entre quatre murs. On organise, encore une fois, hors pandémie, 2 retraites par an. Donc, c'est entre 3 et 4 jours qu'on va passer en été et en hiver tous ensemble. Et là, quand je dis tous ensemble, c'est même nos équipes au Brésil où soit les gens sont invités et passent du temps avec nous. C'est peut être soit juste des moments de détente ensemble, soit des moments où on va profiter pour travailler sur des sujets un peu où on a besoin d'être tous les uns à côté des autres. Et puis après, on essaie plein de choses. On a un système de random coffee où, de manière aléatoire, toutes les 2 semaines, on a des binômes qui sont créés qui vont avoir à distance, mais en tout cas, l'occasion de discuter de sujets professionnels comme personnels, en tout cas vraiment des espaces libres. On organise aussi normalement des restaurants ou des choses un peu plus ludiques de manière classique. Et pour tout vous dire, on voit que c'est essentiel parce qu'on sent que là, de ne plus pouvoir les faire depuis mars dernier, et ben alors, ça pèse. C'est pas encore préjudiciable, mais en tout cas, il est temps qu'on se retrouve, vraiment. Alors pour continuer sur les trucs un peu qui font mal, avez-vous rencontré des difficultés spécifiques au droit du travail français qui consacre en apparence beaucoup d'éléments de la hiérarchie pyramidale d'entreprise, les entretiens annuels, la validation des congés, les organes de présentation des salariés et d'autres, et beaucoup d'autres, j'ai envie de dire. Donc oui, à partir du moment où on essaie de proposer quelque chose qui n'est pas dans le paradigme du moment, enfin du présent, effectivement, bien sûr, ça frotte d'un point de vue légal. Moi, ce que je dis souvent, c'est que nos 2 principaux partenaires stratégiques, c'est notre comptable et notre avocat. On les a depuis quasiment le premier jour. Ils nous disent souvent qu'on est un peu bizarre, mais ils sont ravis de travailler avec nous aussi, je pense, pour cette raison-là d'ailleurs. Et on trouve des solutions. On trouve des solutions avec eux. Et effectivement, ça fait partie, pour le coup, de l'aspect, voilà, de la zone, d'une des solutions au problème du couteau suisse. Et on est ravis de travailler avec des experts. Et on pense que c'est une bonne chose d'ailleurs de travailler avec des experts externes là-dessus. En tout cas, eux arrivent à trouver des solutions à ces sujets-là, donc c'est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Quels sont les inconvénients ou les problèmes posés par cette méthode de management que vous ne rencontrez pas dans un management traditionnel? Je propose qu'on ne revienne pas sur cette question spécifiquement, parce que finalement, je ne sais pas exactement à quel moment elle a été posée, mais parce qu'Audrey en a parlé, j'en ai reparlé aussi en conclusion, mais en 2 mots, hein, c'est tout ce qui est lié à la progression individuelle, c'est la formation, etc. Ça va être notamment là où ça frotte le plus. Comment s'organise la gestion de conflits? Ah ben voilà, ça c'est du bon ça. Tu veux prendre, Audrey? Tu veux que je prenne? Vas-y. Alors, la gestion de conflits, alors j'ai envie de dire, la gestion de conflits, d'abord, c'est un sujet que moi, j'ai jamais vu bien traité dans une boîte, dans aucune boîte où j'étais. C'est pas un sujet spécifique. Si le point, c'est est-ce que parce qu'on n'a pas de manager, on est moins bien armé, je ne suis pas certain parce qu'en réalité, les managers sont rarement formés à ces sujets-là et il y a une espèce comment dire, moi dans les boîtes où j'étais souvent c'était minoré quoi. Enfin voilà, le conflit c'était un peu le truc qu'on mettait rapidement sous le tapis, démerdez-vous pour régler ça et on veut rien savoir quoi. Mais en ce qui nous concerne, donc on a un processus de gestion de conflit
avec des éléments liés à la communication non violente et un système d'escalade. Ce que j'entends par escalade, c'est si le conflit n'arrive pas à se résoudre à un niveau local, on fait intervenir une personne complémentaire de l'entreprise. Et enfin, on a un médiateur qui est externe aujourd'hui à l'entreprise, mais qui est un ancien salarié de l'entreprise, donc qui connaît quand même bien les valeurs et donc qui peut aider là-dessus. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a identifié plutôt au cours de l'année passée et qu'on apprend à gérer un peu mieux. Mais effectivement, c'est pas évident. Et c'est pas je pense que socialement, c'est un truc compliqué, les conflits. Donc ça va plus loin que la question de l'entreprise libérée. Ça va sur les modèles sociaux d'aujourd'hui. Pensez-vous que le modèle de l'entreprise libérée puisse s'appliquer à des entreprises de toute taille? Et quelle taille critique? Alors, à nouveau, on a des exemples. Donc, moi, ce que j'en pense, rien, mais on a des exemples comme Semler Group, par exemple, au Brésil, qui est une grosse entreprise industrielle de 80 000 personnes et qui fonctionne en entreprise libérée. Le dirigeant actuel, c'est une entreprise familiale, il est un peu un fou furieux, mais au sens positif du terme, il a créé une école, mais au sens vraiment une école d'enseignement en fait. Voilà, donc il a une vision complètement sociétale du rôle de son entreprise et ce qui peut se passer par ailleurs. Donc c'est possible à différentes échelles. Parmi les entreprises réputées ayant commencé et arrêté, il y a Harley Davidson, qui est aussi une très grosse boîte. Oui, il n'y a pas forcément d'échelle. Ce qui est bien, c'est que c'est une philosophie. Donc ensuite, l'idée, c'est comment on utilise cette philosophie. Que diriez-vous pour convaincre un CEO frileux de tant de changements? Qu'il va mieux dormir. Pardon, excusez-moi, mais du coup, c'est à moi de répondre à cette question, clairement. Mais je pense. Que diriez-vous pour convaincre un CEO frileux de tant de changements? C'est beaucoup plus de sérénité, en fait. Alors, on l'a peu dit finalement, mais un mot-clé de tout ce qu'on vient de se dire, c'est la confiance. Donc, on se donne de la confiance, on la mérite, bien sûr. Quand il y a des gens qu'on a recrutés avec des erreurs de recrutement, on les fait sortir le plus vite possible. Et on est dans un système qui s'auto-régule énormément, en fait. Quand Audrey parlait des salaires, c'est quand même compliqué de me mettre 2 niveaux au-dessus de la grille de salaire si les 2 personnes qui m'ont apprécié m'ont mis 2 niveaux en dessous, en fait. Donc, c'est possible, mais il va falloir que je sois hyper balèze pour leur prouver qu'ils se sont trompés dans leur appréciation. Donc voilà, c'est beaucoup de sérénité, je pense, tout simplement. Qui tranche en cas de problème RH? Personnalité toxique, collaborateur démotivé ou en limite de compétences? On est sur la gestion du conflit, donc comme on a dit, c'est dans l'escalade. Généralement, moi ou Arnaud, pardon, on en entend parler. Et puis on va essayer de faciliter les choses et si besoin faire intervenir un médiateur. Comment définissez-vous les OKR? Audrey, c'est beaucoup parlé. Allez, je reprends. Ouais. Comment elle est définie? Le point qui est important ici, parce qu'après, comme une entreprise classique, en fonction de l'ambition qu'on veut se donner, les objectifs, définir des objectifs qui y répondent, qui sont transverses à l'ensemble des équipes et avec des key résultats associés qui soient pertinents. En revanche, la façon dont on le fait peut-être un peu différemment, c'est que l'équipe qui définit et qui pilote les OKR est tournante. Et ça, pareil, ça vient du fait qu'on a appris. Le sujet des OKR, il a été inscrit il y a un peu plus d'1 an maintenant par une partie de l'équipe qui pensait que c'était intéressant, pensait que c'était pertinent, qui les a mis en place. Et cette équipe, elle a été constituée notamment des 2 fondateurs, donc Thibaut et Arnaud, et 2 autres personnes, dont moi-même. Et en fait, l'effet un peu perfide que ça a créé de le faire de cette façon-là, c'est que ça a donné un peu l'impression qu'il y avait comment on appelle ça en entreprise classique, un comité de direction, pardon, je perds du coup les termes de l'entreprise classique, qu'il y avait un peu un comité de direction qui pilotait toutes ces décisions-là, etc. En tout cas, piloter la stratégie de l'entreprise, ce qu'on veut encore une fois pas.
Ça, encore, je le répète, mais ça silote, ça cloisonne l'information, ça crée des tensions, et en plus, ça se prive de plein de bonnes idées qui peuvent se trouver ailleurs. Donc, on a rendu le pilotage de ces OKR tournants. Donc, il y a une nouvelle équipe qui a pris la main il y a 1 mois et demi maintenant, pareil, sur la base du volontariat. Et il y a une passation qui a été faite pour que le flambeau se passe de manière sereine. Et c'est maintenant qu'eux qui pilotent. Moi, j'étais hyper surprise de voir la riche, parce que du coup, de nouveaux objectifs ont été définis et vont être partagés, je crois, lundi prochain. Ils nous ont déjà été partagés en termes de consultation. Donc, par exemple, moi qui faisais partie de l'ancienne équipe, la nouvelle équipe m'a consulté pour avoir un avis et un peu de coaching là-dessus. C'était en rien de la validation. Et là, à titre perso, j'ai été hyper surprise, c'est pas le mot, mais en me disant, mais vraiment, on a bien fait parce qu'ils sont arrivés avec une nouvelle hauteur de vue, une dimension, un nouveau regain d'énergie, une clarté, qui là où nous, l'équipe de l'année dernière, on bloquait, on avait du mal à avancer, on a l'impression d'atteindre des limites. J'ai l'impression que, mais juste en passant le flambeau, sans enjoliver le truc, hein, ça a enlevé le pansement de problèmes qu'on avait. Et vraiment, j'ai trouvé ça super. Alors, on peut peut-être terminer là-dessus sur ce mot extrêmement positif. Si vous n'avez pas d'autres questions, encore une fois, un grand merci. On va ajouter les liens pertinents dans la présentation, vous envoyer les supports et puis poster. Alors, on va voir avec notre grand monteur en chef, Romain, si on poste l'intégralité de la vidéo ou une version synthétisée. Enfin, voilà, on va voir ça, mais pareil, un replay vidéo arrive. Merci à tous, un bel appétit et puis à bientôt. Au revoir tout le monde, merci. Merci.